toutes les entreprises sont différentes. Il existe de grandes entreprises, de petites entreprises, des entreprises qu'on appelle aujourd'hui des pure players, c'est-à-dire qui interviennent uniquement sur Internet, d'autres qui sont des entreprises traditionnelles avec des usines, des ateliers qui fabriquent des produits industriels. Toutes ces entreprises sont différentes, il est normal que leur stratégie soit différente. La stratégie d'une grande entreprise ne sera pas la stratégie d'une PME. La stratégie d'une entreprise intervenant uniquement sur Internet ne sera pas la stratégie d'une entreprise ayant une dimension industrielle. Pour autant, malgré toutes ces différences, il existe ce que l'on peut qualifier d'invariant stratégique. Qu'est-ce que c'est un invariant stratégique? Eh bien, il s'agit d'un facteur que l'on va retrouver à des degrés divers dans tout contexte stratégique. C'est-à-dire qu'on va le retrouver dans la grande entreprise ou dans la PME, qu'on va le retrouver dans l'entreprise évoluant uniquement sur Internet ou dans l'entreprise évoluant dans un contexte industriel traditionnel. On peut définir 5 types d'invariants stratégiques. La concurrence, les contraintes, l'imprévisibilité, l'efficacité et l'idée d'une conception multifocale. Premier invariant stratégique, la concurrence. Que signifie le fait que la concurrence soit un invariant stratégique? Eh bien, cela signifie que une grande entreprise, par exemple, sera confrontée à de la concurrence et une PME sera aussi confrontée à une concurrence. Cela signifie qu'une entreprise intervenant uniquement sur Internet sera soumise à de la concurrence ou qu'une entreprise traditionnelle sera également soumise à la concurrence. Dire que la concurrence est un invariant stratégique a plusieurs significations. Le premier point important à noter, c'est que toute stratégie, à cause de la concurrence, implique un risque de stratégie en retour. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent la métaphore du jeu d'échecs pour parler de la stratégie. Je joue aux échecs, j'ai une stratégie et mon adversaire a également une stratégie. On ne conçoit donc pas sa stratégie sans se positionner par rapport à la concurrence. Cependant, il existe plusieurs façons de se positionner par rapport à la concurrence. Quand on pense à la concurrence, on pense le plus souvent à l'idée d'une lutte frontale. Faire de la concurrence, c'est se battre contre son concurrent. On retrouve l'origine guerrière de la stratégie, puisque stratégie provient du grec stratégos, le général. Exemple de cette notion de lutte frontale dans l'économie, l'affrontement entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Pendant longtemps, Coca a cru qu'il pouvait éliminer Pepsi. Je crois qu'ils ont fini par accepter que Pepsi soit leur concurrent, sera toujours leur concurrent.
Avec Pepsi, c'était vraiment la guerre. Il n'y a aucun doute sur le fait que chaque jour, vous alliez à la guerre contre Pepsi. Je ne pense pas que Coca ou Pepsi veuillent arrêter la compétition. Je crois que la guerre des colas est bonne pour chacun d'entre eux et ils le reconnaissent dans une certaine mesure. Mais il y a une forme d'excitation. On a toujours besoin d'un ennemi. C'était le plus joyeux champ de bataille de toute l'histoire du genre humain. C'est une histoire fascinante. Mais la lutte frontale n'est pas la seule vision possible de la concurrence. Lorsque je suis confronté à des concurrents, je n'ai pas toujours intérêt à les affronter. Quelles sont les alternatives? Eh bien, la première alternative, c'est ce que l'on peut appeler la stratégie d'évitement. Lorsqu'une entreprise plutôt petite est confrontée à une entreprise plus importante, ayant plus de moyens, elle n'a aucun intérêt à privilégier une stratégie d'affrontement. Ses moyens sont beaucoup plus faibles. Inévitablement, elle perdra face à la grosse entreprise. C'est la raison pour laquelle, dans ce type de situation, il peut être intéressant pour la petite entreprise de pratiquer ce que l'on peut appeler une stratégie d'évitement. C'était l'exemple de la chaîne de télévision M6 pendant la Coupe du Monde de football qui a eu lieu en France en 1998. Évidemment, il s'agissait d'un événement national, intéressant a priori énormément de personnes. Donc, la chaîne leader du marché, TF1, disposait des droits de diffusion, mais également d'un accès privilégié aux acteurs, les joueurs, les entraîneurs, etc. Dans le même temps, que pouvait faire M6 ? M6 n'avait aucun intérêt à essayer de diffuser de façon suivie la Coupe du Monde. Elle aurait de toute façon fait une diffusion qui aurait été bien moindre que celle de TF1. Elle ne disposait pas des droits, elle ne disposait pas de l'accès aux acteurs. C'est la raison pour laquelle cette chaîne a lancé une campagne de publicité qui tournait autour d'un slogan simple. En regardant M6, vous êtes sûr que vous ne verrez pas de football. Donc, plutôt que se positionner en affrontement, on essaye de fuir entre guillemets la concurrence et donc M6 visait d'autres publics non intéressés par le football qui donc pouvaient trouver ici une alternative à l'ensemble des chaînes classiques et traditionnelles. Enfin, troisième possibilité de gérer la concurrence après la lutte frontale et l'évitement, la troisième façon de la gérer, c'est tout simplement la coopération. Il est parfois intéressant pour une entreprise de s'allier avec un concurrent plutôt que de l'affronter frontalement. C'est l'exemple des alliances qui existent dans le transport aérien. L'alliance SkyTeam, par exemple, implique de nombreuses compagnies aériennes issues du monde entier. Air France, KLM, Alitalia, mais également d'autres compagnies plus lointaines, Vietnam Airlines au Vietnam, China Southern en Chine, etc. Alors évidemment, la coopération n'est pas toujours possible. Pourquoi ? Eh bien parce que dans tous les pays du monde, reposant sur des économies capitalistes, il existe des organismes dont le but est de réguler le marché afin de protéger les consommateurs contre ce que l'on appelle des ententes illicites entre
entreprise.